Sur cette table ronde, on va avoir l'occasion de poser une série de questions qui concernent les horizons vers lesquels on peut développer la Sécu. On a posé la question de son principe, on a posé la question des outils démocratiques de fonctionnement. On se pose aussi la question de ce qu'on intègre dans une sécurité sociale. Parce qu'évidemment, la Sécu, c'est un mouvement perpétuel vers de nouvelles formations, d'avoir des biens et des services. Alors pour ça, on va poser une série de questions. La première qu'on va poser avec ma collègue Sophia Chikirou, c'est celle du caractère genré ou sexué aussi de la couverture de la sécurité sociale aujourd'hui. On va notamment poser cette question à partir du sujet du congé menstruel, qui fait typiquement partie de besoins d'une partie de la population qui aujourd'hui ne sont pas considérés par les institutions de sécurité sociale telles qu'elles existent. Et Sophia va nous en parler. On évoquera ensuite deux autres horizons de la sécurité sociale. Celui qui a été mentionné à l'instant, celui de l'alimentation. Donc sur celui de l'alimentation, on sera avec toi, avec Fiona Stéphane. Donc toi, tu es dans le collectif Sécurité sociale d'alimentation, tu es aussi dans l'association La Marmite Rouge, et on discutera de la manière dont on peut étendre vers la production alimentaire ou agroalimentaire la question de la Sécu. Et enfin, on parlera du sujet le plus réjouissant, intitulé Sécurité sociale de la mort, vous avez le t-shirt, qui est un sujet porté par des collectifs, là aussi, notamment le vôtre, consistant à dire que la sécurité sociale devrait aussi prendre en charge les derniers frais, c'est-à-dire le fait qu'on ne lègue pas une dette à celles et ceux qu'on aime lorsqu'on décède, mais que ça fait partie des charges de la vie et des risques, en l'occurrence un risque qui se réalise à 100% des cas, qui devrait être socialisé aujourd'hui dans notre société. Alors pour démarrer, on va démarrer avec toi, Sophia, parce que donc tu portes à l'Assemblée nationale un sujet qui est celui du congé, alors qui peut être intitulé congé menstruel, congé féminin, il y a différents intitulés, et qui vise à acter le fait qu'aujourd'hui la Sécu, finalement, ne couvre pas une partie des corps et une partie des questions de santé de la population. Oui, merci beaucoup Adrien, merci pour l'organisation et l'invitation à cet échange, à cette discussion, un peu d'optimisme dans le climat actuel et dans le débat sur le PLFSS, au moment où, vous l'avez vu précédemment, le détricotage est en cours et l'affaiblissement de ce que nous avons en commun de plus cher est en train d'avancer malheureusement. Alors nous, on est ambitieux parce qu'on pense à de nouvelles conquêtes. Moi, je travaille depuis quelques années maintenant sur la question du féminisme populaire. Et le féminisme populaire, pour moi, c'est aussi aller s'attaquer aux champs qui touchent à la vie des femmes, et souvent des femmes qui travaillent et des femmes qui sont dans des situations les moins certaines, les moins stables, voire les plus fragiles. Donc c'est vrai que cette année, on a eu l'occasion de travailler sur la question des congés menstruels, parce qu'une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale qui ne s'appelait pas tout à fait comme ça, mais en tout cas qui était dans cet état d'esprit. J'avais des désaccords sur la façon dont elle était présentée, et moi je préfère parler de congé féminin parce que je trouve qu'on a tort de réduire à ce sujet-là. Mais je vais en parler dans un premier temps et ensuite j'élargirai un peu plus loin et vous verrez à quel point on peut être optimiste et à quel point c'est des sujets de conquête qui sont à portée de main en réalité et pas si éloignés que ça. On n'est pas du tout dans l'utopie quand on parle de la conquête de congés féminins et moi, je dis aujourd'hui, on a, par exemple, si on regarde le droit du travail, c'est ce droit-là qui m'intéresse, si on regarde le droit du travail, c'est un droit qui a été fait par et pour des corps d'hommes. Et si vous regardez bien, même on pourrait dire des corps d'hommes valides. Et pourtant, la féminisation du monde du travail est une réalité et l'enjeu d'égalité, mais aussi et surtout, moi je dirais plus que d'égalité, d'inclusion de toutes et tous, passe par une façon de revisiter. On pourrait revisiter le Code du travail, évidemment, en questionnant ses rythmes et ses temps, notamment. Mais on pourrait aussi revisiter, pourquoi pas, la question de la santé et notamment la question de la sécurité sociale plus largement et la question des congés. Alors, donc la féminisation du monde du travail et la question des congés féminins. Déjà, je pense que vous en connaissez au moins un qui existe déjà, c'est le congé maternité. Le congé maternité, c'est un congé féminin qui est rattaché à la condition, non pas de la femme, mais de la mère. Il a été mis en place en 1909 en France et très longtemps, il était non rémunéré. Et c'est seulement en 1946 qu'il a commencé à être pris en compte et à être rémunéré. Aujourd'hui, c'est encore une bataille.
l'allongement du congé maternité demeure aujourd'hui une des batailles féministes et des batailles de la gauche. Et en février 2017, l'Assemblée nationale avait voté un amendement qui était proposé par Marie-Georges Buffet, qui voulait porter le congé maternité à 18 semaines. Le gouvernement, à l'époque, c'était un certain Bernard Cazeneuve qui s'y était opposé. Je le redis aussi pour qu'on voit que la bataille va devoir être menée, y compris au sein du NFP. Enfin, il n'est pas dans le NFP, mais j'imagine qu'il va falloir y travailler aussi. Vous avez aussi entendu parler d'un autre congé féminin récemment, c'était au sujet des fausses couches. On avait défendu avec notamment Paul Vanier un congé lié aux fausses couches. Aujourd'hui, c'est une femme sur 10 qui, au cours de sa vie, peut être confrontée à cela, et c'est une grossesse sur 4. Et en réalité, la France est très en retard sur ce sujet. Et la PPL, il y avait une PPL macroniste qui ne créait pas un droit nouveau, mais supprimait en fait le délai de carence pour un arrêt maladie pour fausse couche. Nous, on avait demandé à ce que non seulement il n'y ait pas de délai de carence, mais en plus on voulait que ce soit élargi non pas seulement à la femme, mais au couple, puisque la fausse couche frappe la femme, bien sûr, mais elle frappe aussi le compagnon ou la compagne quand cela arrive. Donc, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus parce que je voudrais vraiment ouvrir le débat plus largement, mais c'était pour vous donner un peu l'idée que des congés féminins, on n'est pas dans quelque chose d'absolument sorcier, rupture avec l'universalité ou que sais-je. Ça existe déjà et c'est rattaché à la condition de mère. En Nouvelle-Zélande, pour revenir sur la fausse couche, par exemple, là-bas, ça existe déjà. Et je peux vous citer beaucoup d'exemples de pays dans le monde où des congés féminins existent, vous pourrez me questionner après. Dans l'avenir en commun et notre programme et dans celui du NFP, il est donc question de créer un congé menstruel. Ça paraît évident parce que vous avez tous entendu parler de cette maladie qui s'appelle l'endométriose. Vous savez à peu près que 10% des femmes seraient concernées. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que le diagnostic prend des années pour les femmes. On dit en moyenne 7 ans, mais il n'est pas rare qu'on soit plutôt sur 15 ans. Et puis qu'il y a d'autres syndromes qui existent, comme le syndrome des ovaires polykystiques, les fibromes, les troubles dysphoriques prémenstruels, etc. Enfin, vous voyez toutes ces atteintes qui sont vraiment liées, pour le coup, à la condition féminine et c'est, enfin, à la condition de femme, et qui entraînent en fait des situations compliquées, que vous soyez étudiante, que vous soyez lycéenne, que vous soyez travailleuse ou salariée ou travailleuse indépendante. Donc, en réalité, c'est 65% des femmes disent dans une étude IFOP qu'elles ont été concernées par une difficulté, une gêne, voire plus, que ça peut même représenter jusqu'à un handicap dans leur vie au travail. Et donc, je vous dis tout ça parce qu'il y a vraiment une condition féminine qui existe et que d'une certaine façon, quand on entend dire il ne faut pas rompre l'universalité du droit du travail en créant des spécificités, finalement, on est dans la négation de ce qui concerne 50% de la population. Dans certains métiers, 80-90% des postes sont occupés par des femmes. Enfin, on a des métiers qui sont extrêmement féminisés. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est marginal, qui est anecdotique dans le quotidien. Et tout cela impacte souvent la vie de famille et la vie de couple. Donc, on n'est vraiment pas dans quelque chose qui n'est pas universel. C'est ça que je veux vraiment démontrer au point de départ de cette réflexion, de cette discussion, parce que je veux balayer les réticences que certains syndicats peuvent avoir et qu'ils expriment souvent et qui font que les syndicats ne mènent pas les réflexions sur ces questions en disant on crée une spécificité, on rompt avec l'universalité, les droits doivent être les mêmes pour tous. Non, la condition féminine existe et le combat féministe populaire, c'est affirmer ce qui est lié à cette condition-là. Alors j'avance sur la question. Vous savez que les femmes, déjà, elles sont victimes dans le monde du travail des inégalités de salaire. Souvent, le monde du travail n'est pas adapté aux femmes. Ce n'est pas un monde qui est pensé pour les femmes. Je vais vous citer un exemple qui m'a frappée dans ma jeunesse. J'avais 18 ans. C'est les ateliers de travail dans les usines. Il y avait les ateliers féminins où c'était uniquement des femmes qui travaillaient au tri de pièces. Et les femmes devaient rester debout plusieurs heures
à trier des pièces. Elle n'avait le droit qu'à une pause sur toute la matinée pour aller aux toilettes. Et la pause, c'était le chef d'atelier qui l'a décidé. Sauf que ce jour-là, il se trouve que je suis avec mes collègues en train de trier des pièces à l'usine, et il y a une femme qui a des règles abondantes et qui a besoin de se changer, en réalité, quasiment toutes les heures. Et elle ne peut pas le faire. Et donc, elle est immédiatement trempée et le chef d'atelier lui refuse les pauses. Et donc, c'est vraiment une situation qui est humiliante, qui est indigne, qui est injuste, qui m'a valu d'être licenciée ce jour-là puisque j'ai protesté, je vous le dis franchement. Moi, mon premier licenciement, c'était au bout de 5 jours à l'usine, et donc parce que j'ai assisté à cette scène. Et donc, voilà, les conditions de travail ne sont pas adaptées et pensées non plus pour les femmes. La station debout, par exemple, pour une femme, ce n'est pas la même que pour un homme. Rester debout 4 heures pour une femme, il y a des médecins qui savent que notre corps ne réagit pas de la même façon que pour celui d'un homme. Donc, je disais, victimes d'inégalités salariales, des conditions de travail qui ne sont pas adaptées au corps féminin, à la condition féminine. Et donc, on se bat pour ce congé menstruel, que moi, je refuse de qualifier de congé menstruel, mais le député Sébastien Pétavy, lui, a donc rédigé cette proposition de loi dont moi, j'ai été chef de file pour la France Insoumise, et qu'on a approuvée en disant, bon, c'est mieux que rien. Elle n'est pas passée malheureusement, mais ça devait au moins répondre déjà à cette idée de on commence par tenir compte des femmes qui sont menstruées, femmes ou personnes, je veux dire, vous m'excuserez un peu ces facilités de langage, mais des femmes ou des personnes qui sont menstruées, mais on ne parle pas d'autres femmes. J'y viendrai un peu plus tard. Et l'idée, c'était déjà au moins de reconnaître cela après avoir eu la loi que nous, la France Insoumise, avions fait adopter sur la reconnaissance de l'endométriose. Là, on passait à la reconnaissance de la condition liée à cela. Dans d'autres pays, cela existe déjà. Je pourrais en citer de très nombreux, mais je tenais à en citer un en particulier, parce que je trouve que c'est intéressant de voir, par exemple, qu'en Zambie, depuis 2015, les femmes ont le droit à 1 jour de congé par mois. Il l'appelle le jour de la mère, bon, pas le jour de la femme, le jour de la mère, mais c'est pas grave. Et en tout cas, ce congé est destiné à permettre aux femmes de se reposer sans nécessité de justification médicale. Parce que ça, c'est aussi un des points de désaccord et de réticence que j'avais par rapport à cette proposition de loi, c'est que la santé gynécologique, c'est pas une question de maladie. La santé gynécologique, on s'est battu en France pour la gynécologie médicale, mais la gynécologie n'est pas une affaire de personnes malades. Tout au long de notre vie, les femmes, nous avons affaire à des gynécologues, à un suivi là-dessus. Et donc, moi, je ne suis pas pour considérer qu'il faille un accord d'un médecin ou d'une sage-femme ou d'une gynécologue ou même d'une infirmière, que sais-je, pour avoir le droit à un congé menstruel. On est assez grande pour savoir ce que cela impacte sur nous. Je trouve en plus que automatiser ce droit, c'est l'universaliser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination possible entre une femme et une autre, celle qui le demande et celle qui ne le demande pas. Ce serait pour toutes les femmes. Et donc l'employeur n'a pas le pouvoir de trier. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est très important que ça ne relève pas de l'arrêt maladie, donc de la branche maladie, mais du coup ça posera des questions sur le financement, on ne va pas les résoudre aujourd'hui, mais ça les soulève déjà. Je voudrais quand même poursuivre et sans plus tarder, je voudrais passer à d'autres droits féminins qui me semblent importants. Par exemple, je vais vous dire, peut-être que vous ne le savez pas, moi je l'ai découvert en préparant cette intervention, mais la question des protections menstruelles. On dit souvent c'est cher et on se bat par exemple pour aider les femmes les plus précaires sur des collectes de solidarité. Nous on fait ça à la France Insoumise pour aider les étudiantes. Je voudrais quand même que vous ayez une idée du montant que ça représente. C'est entre 8 000 et 23 000 euros pour toute la période de menstruation d'une femme. Donc c'est une somme énorme, très importante, qui est prise en charge par les femmes. Seuls, alors que là encore, on pourrait se dire, tiens, pourquoi pas un droit nouveau pris en charge par la collectivité, qui serait cette protection-là, qui est indispensable. J'ai découvert aussi, en travaillant sur le sujet là depuis quelques temps, que d'autres droits féminins, congés féminins existent dans le monde, et notamment des congés pour violences domestiques. Alors, sachez qu'il existe, par exemple, en Espagne, donc pas très loin d'ici, et vous allez voir, je vais vous le dire.
En Espagne, les victimes de violences domestiques ont, ont des droits spécifiques. Donc mobilité géographique, changement de lieu de travail, on n'est pas dans la sécurité sociale, mais par exemple, elles ont le droit à l'accès à la retraite anticipée. Elles ont le droit aussi à la suspension de la relation de travail avec emploi réservé. On peut parler du Canada, de la Nouvelle-Zélande et même de l'Irlande, qui sont en avance aussi sur ce sujet. Mais sachez une chose, c'est qu'en réalité, c'est une recommandation de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et c'est la recommandation 206 de la Convention 190, je le dis pour la caméra. Et s'il y a un pays aujourd'hui qui dénie complètement ça et qui n'avance pas là-dessus, je ne sais pas si les syndicats travaillent sur le sujet, c'est la France. Et donc on pourrait tout à fait aussi travailler sur recommandation de l'OIT à un congé lié aux violences domestiques. Il y a un autre congé pour lequel on devrait se battre, à mon avis, c'est le congé lié à la ménopause. La ménopause, c'est un sujet qui commence à monter un peu et qui commence à intéresser le grand public. Mais d'abord, c'est inéluctable. La condition féminine fait que on va tout être concerné par la ménopause. C'est une période qui dure. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Ce serait trop beau. Non, ça s'étale parfois sur une dizaine d'années. Ça arrive autour des 50 ans. Ça n'a pas que des effets comme les bouffées de chaleur. Alors oui, certes, la majorité des femmes sont affectées par les bouffées de chaleur. Pour ceux qui travaillent dans des bureaux, qui travaillent dans des endroits où il fait très chaud, par exemple dans des pressings, dans des boulangeries, pour les femmes qui sont dans ces endroits-là, atteintes de bouffées de chaleur, eh bien, ça peut avoir des conséquences plus que pénibles et les conditions de travail peuvent être vraiment compliquées, mais il n'y a pas que les bouffées de chaleur. Il faut savoir que beaucoup des femmes se retrouvent dans... Toute leur santé est fragilisée à ce moment-là, et notamment la santé psychologique. Les femmes sont atteintes de dépression, sont plus susceptibles d'avoir des dépressions avec la ménopause, et ce n'est pas parce qu'elles vieillissent et qu'elles le prennent mal, c'est vraiment le corps, et c'est soit chimique, hormonal, en tout cas, voilà, ce n'est pas une affaire de maladie, c'est une affaire liée à la condition hormonale et au cycle des femmes. Et donc, moi, je dis, on pourrait tout à fait intégrer cela, et alors ça se fait. En France, c'est Eurométropole Strasbourg, tout à l'heure on parlait de l'Alsace, qui a décidé de mettre en application pour ses agentes la PPL de Stéphane Pétavie, et qui a décidé de l'élargir à ses agentes pour la ménopause, sans justification, mais ça s'appelle une autorisation spéciale d'absence. C'est le même principe, donc il y a justification. C'est sur le même principe que les autorisations spéciales d'absence, comme quand vous demandez un arrêt pour enfants malades, par exemple, ça peut être délivré par une sage-femme ou autre. Donc il y a des moyens comme ça de l'obtenir. Je disais tout à l'heure, il y a la question qui est importante, qui est celle de défendre déjà l'universalité de ces droits et ne pas accepter donc qu'ils soient renvoyés à uniquement l'autorisation d'un professionnel de santé. Moi, je crois qu'il faut qu'on généralise cela et qu'on l'attache à la condition féminine. Premièrement, je pense qu'il faut d'abord, qu'en termes de financement, il faut qu'on s'assure que ça reste un financement solidaire. Il existe des financements 100% employeurs, comme pour les congés payés. Aujourd'hui, Carrefour a mis en place le congé menstruel et Carrefour prend en charge, en tant qu'employeur, le financement du congé menstruel de ses salariés qui sont atteintes d'endométriose, donc sur certificat médical. Eh bien, moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose que ça se passe comme ça. Je crois qu'il faut qu'on assure que ce soit pris en charge, que ce soit géré de façon collective. Donc, je suis favorable, moi, à une prise en charge, à un financement sécurité sociale, plutôt qu'un financement employeur. Je crois qu'il faut qu'on garde la maîtrise et les droits là-dessus. Je pense que c'est une garantie de stabilité et d'indépendance. Voilà. Et de non-discrimination, et ça répond à la critique qui fait qu'on n'avance pas en France sur le sujet. Je suis désolée, mais la réalité, c'est que les syndicats ne prennent pas le sujet à bras-le-corps parce qu'ils considèrent que ça peut être source de discrimination entre salariés et que des employeurs favoriseront des hommes plutôt que des femmes. Il y a des solutions à ça. Si un employeur favorise des hommes plutôt que des femmes, eh bien, nous, on avait dit pour l'égalité salariale homme-femme qu'on allait taxer
les différences, on peut tout à fait dire, tiens, c'est étonnant, en 2020, avant, vous aviez 56% de femmes, 44% d'hommes, et là, vous êtes passé à 50-50. C'est que vous avez mis en place une stratégie de masculinisation de votre personnel suite à la loi que nous avons adoptée, donc vous allez être taxé pour cela. Et on peut surveiller, si on a une inspection du travail qui surveille, on peut empêcher ce type de discrimination dans le rapport homme-femme. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on vienne trier parmi les femmes celles qui ne sont pas chiantes, puisque c'est comme ça qu'on nous présente dans le monde du travail, de celles qui le seraient. Donc il faut garantir l'universalité, et c'est pour ça que je plaiderais plutôt pour qu'on aille sur une réflexion financement sécurité sociale. Ça pourrait être un financement mixte, pourquoi pas, mais en tout cas, dans ces domaines-là, je serais plutôt pour garantir l'universalité, ce qui est vraiment le maître mot de ma réflexion et des travaux que j'entame sur le sujet. Merci beaucoup, Sophia, d'avoir résumé beaucoup de chantiers différents qui sont en cours. Beaucoup de chantiers différents qui sont en cours à l'Assemblée nationale et surtout qui s'appuient, comme tu dis, sur des initiatives, des revendications. Ce n'est pas des choses qui sortent uniquement de notre esprit, c'est des demandes qui existent et qui ont été invisibilisées et niées pendant des décennies et qui aujourd'hui seulement parviennent à se faire un peu entendre. Donc on voit qu'il y a une première limite de la Sécu aujourd'hui, c'est le besoin de couverture d'un risque, d'un ensemble de risques liés à la condition des femmes, qui sont un ensemble de risques à couvrir, donc de besoins, donc qui ressortent de la question de la Sécu et de la manière dont on peut penser la production de biens et de services nécessaires pour juste pouvoir vivre de manière sécurisée. Donc c'est un des premiers éléments sur lesquels on veut attirer l'attention et lancer la réflexion pour l'élargissement de cette sécurité sociale. Peut-être un second élément qui nous paraît important à poser, c'est celui d'un autre besoin, d'un besoin fondamental,